Le froid mordant de décembre enveloppait Paris d'un manteau glacé, transformant les rues pavées en miroirs scintillants sous les décorations lumineuses de Noël. Dans le quartier chic du 8e arrondissement, le restaurant La Couronne d'Or brillait de 1000 feux, accueillant l'élite parisienne venue célébrer les fêtes de fin d'année avec champagne et caviar. Les rires cristallins se mêlaient au tintement délicat des coupes de cristal, créant une symphonie de luxe et d'insouciance. Pourtant, dans un coin discret de cet établissement prestigieux, une femme âgée aux cheveux argentés était assise seule à une petite table près de la cuisine, ignorée par tous les convives qui défilèrent devant elle sans même lui accorder un regard. Ses vêtements, bien que propres et soignés, trahissaient une modestie qui détonnait dans ce temple de l'opulence. Ses mains ridées, marquées par des décennies de travail acharné, tremblait légèrement tandis qu'elle observait le balai incessant des serveurs qui passèrent devant elle avec leurs plateaux chargés de mets délicats. Marguerite Beaumont, c'était son nom, avait 72 ans et vivait dans un silence absolu depuis sa naissance. Le monde des sons lui était étranger, mais ses yeux perçants ne manquaient rien de ce qui se déroulait autour d'elle. Elle lisait sur les lèvres avec une précision déconcertante, déchiffrant les conversations les plus intimes, les mensonges les plus subtils, les vérités les plus douloureuses. Ce soir-là, elle attendait son fils unique, Alexandre, qu'elle n'avait pas vu depuis 3 longues années. Alexandre Beaumont était devenu à 45 ans l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de France. Son empire financier s'étendait sur 3 continents et son nom faisait trembler les salles de marché du monde entier. Pourtant, personne dans ce restaurant huppé ne savait que la vieille dame assise dans ce coin sombre était sa mère. Il l'avait cachée, reléguée aux oubliettes de sa vie publique, comme un secret honteux qu'il fallait préserver à tout prix. La surdité de Marguerite, son humble origine, sa simplicité désarmante, tout cela ne cadrait pas avec l'image soigneusement construite qu'Alexandre projetait au monde. Il avait grandi dans un petit appartement de Belleville, élevé par cette femme courageuse qui enchaînait les petits boulots pour lui offrir une éducation décente. Elle avait cousu des vêtements tard dans la nuit, nettoyé des bureaux avant l'aube, économisé chaque centime pour qu'il puisse étudier dans les meilleures écoles. Et maintenant qu'il avait réussi, maintenant qu'il nageait dans l'opulence, il avait choisi de l'effacer de sa vie mondaine, de la reléguer aux marges de son existence dorée. Ce soir-là, Marguerite avait reçu un message de son fils, un simple texto froid et impersonnel lui donnant rendez-vous à la Couronne d'Or à 20h. Aucun mot tendre, aucune explication, juste une adresse et une heure. Elle était arrivée en avance, comme toujours, prenant le métro depuis son modeste studio de la banlieue nord. Le maître d'hôtel l'avait regardée avec dédain lorsqu'elle avait franchi le seuil du restaurant, ses yeux scrutant ses vêtements simples avec un mépris à peine dissimulé. Il l'avait conduite à cette table isolée, près des portes battantes de la cuisine, là où on installait généralement les clients de dernière minute ou ceux dont on voulait minimiser la présence. Marguerite n'avait rien dit, ne pouvait rien dire, mais elle avait compris. Elle avait toujours compris. Son silence n'était pas de l'ignorance, c'était une forme de sagesse, une capacité à observer le monde sans le filtre trompeur des mots. Elle voyait les vraies intentions, les véritables émotions qui se cachaient derrière les sourires de façade et les politesses hypocrites. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez découvrir la suite de ce récit émouvant, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus. Votre soutien nous encourage à créer davantage d'histoires qui touchent le cœur. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous de la situation de Marguerite jusqu'à présent? Avez-vous déjà vécu ou observé une situation similaire dans votre entourage? Alors qu'elle attendait, une jeune serveuse s'approcha de sa table. Contrairement aux autres membres du personnel qui l'avaient ignorée ou traitée avec condescendance, cette jeune femme avait un regard différent. Elle s'appelait Sofia, une immigrée espagnole de 28 ans qui travaillait à la Couronne d'Or depuis 6 mois pour financer ses études de médecine. Sofia avait remarqué Marguerite dès son arrivée, et quelque chose dans la dignité silencieuse de cette femme âgée avait touché son cœur. Elle avait vu comment le maître d'hôtel l'avait traitée, comment les autres clients détournèrent le regard en passant devant elle, comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. Sofia connaissait ce sentiment d'invisibilité. Elle l'avait vécu elle-même en arrivant en France, quand son accent et ses origines la rendaient transparente aux yeux de ceux qui se croyaient supérieurs. Elle s'approcha de Marguerite avec un sourire chaleureux, et remarquant que la vieille dame ne réagissait pas à ses paroles, elle comprit rapidement qu'elle était sourde. Sans hésitation,
Sophia sortit son téléphone et tapa un message qu'elle montra à Marguerite. « Bonsoir madame, je m'appelle Sophia. Puis-je vous apporter quelque chose à boire en attendant ?» Les yeux de Marguerite s'illuminèrent d'une gratitude immense. Depuis son arrivée, c'était la première personne qui la traitait avec respect et considération. Elle prit le téléphone de Sophia et tapa sa réponse. « Merci ma chère. Un verre d'eau suffira. J'attends mon fils. » Sophia hocha la chaleureusement et s'éloigna pour chercher l'eau. Quand elle revint, elle posa le verre devant Marguerite avec une délicatesse particulière, puis elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle avait rapidement appris quelques signes de base en langue des signes française grâce à une application sur son téléphone pendant qu'elle préparait le verre d'eau. Maladroitement, mais avec une sincérité touchante, elle signa « Joyeux Noël, madame ». Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Marguerite. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé dans sa langue, que personne n'avait fait l'effort de franchir le mur du silence qui l'entourait. Elle prit les mains de Sophia dans les siennes et les serra avec une émotion palpable. À travers ses larmes, elle articula lentement, avec cette voix particulière de ceux qui n'ont jamais entendu leur propre timbre. « Merci, merci beaucoup. » Ce moment de connexion humaine pure fut brutalement interrompu par l'arrivée d'Alexandre Beaumont. Il fit son entrée dans le restaurant comme un empereur pénétrant dans son palais, accompagné de sa nouvelle épouse, Véronique, une femme de 35 ans, au visage parfaitement sculpté par la chirurgie esthétique et au regard aussi froid que les diamants qui ornaient son cou. Le maître d'hôtel se précipita vers eux, avec une obséquiosité révoltante, les guidant vers la meilleure table du restaurant, située au centre de la salle, là où tout le monde pouvait les admirer. Alexandre portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de sa mère, et ses chaussures italiennes brillaient sous les lustres de cristal. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés, et son visage affichait cette expression de suffisance que seule la richesse extrême peut conférer. Il ne regarda même pas dans la direction de sa mère, faisant semblant de ne pas la voir, de ne pas savoir qu'elle était là, attendant patiemment dans son coin obscur. Marguerite l'avait vu entrer. Son cœur de mère avait bondi dans sa poitrine à la vue de son fils unique, cet enfant qu'elle avait porté, nourri, élevé avec tant d'amour et de sacrifice. Elle se leva légèrement de sa chaise, un sourire timide illuminant son visage ridé, levant la main dans un geste discret pour attirer son attention. Mais Alexandre détourna délibérément le regard, murmurant quelque chose à l'oreille de sa femme, qui ricana méchamment. Ils s'installèrent à leur table, commandant immédiatement une bouteille de champagne millésimée à 3000 €. Marguerite se rassit lentement, le sourire s'effaçant de ses lèvres, remplacé par une expression de douleur profonde qu'elle tenta vaillamment de dissimuler. Elle comprenait maintenant. Le message qu'il lui avait envoyé n'était pas une invitation à dîner avec lui. C'était une humiliation calculée, une démonstration cruelle de sa nouvelle vie où elle n'avait plus sa place. Il voulait qu'elle le voie dans toute sa splendeur, entourée de luxe et de prestige, pour qu'elle mesure l'abîme qui les séparait désormais. Sophia, qui avait observé toute la scène depuis le bar, sentit une colère bouillonnante monter en elle. Elle avait immédiatement reconnu Alexandre Beaumont, impossible de ne pas le reconnaître tant son visage était omniprésent dans les médias financiers, et maintenant, elle comprenait la situation dans son horrible vérité. Cette femme digne et silencieuse, reléguée dans un coin sombre, était la mère de l'un des hommes les plus riches de France, et il la traitait comme une étrangère indésirable. Sophia avait grandi dans une famille modeste de Séville, où la valeur fondamentale était le respect des parents et des anciens. L'idée qu'un fils puisse traiter sa mère avec un tel mépris lui était insupportable. Elle observa Marguerite qui tentait de retenir ses larmes, fixant son verre d'eau avec une intensité douloureuse, et elle prit une décision qui allait changer le cours de cette soirée, et sans qu'elle le sache encore, le destin de plusieurs vies. Elle s'approcha de la table d'Alexandre et Véronique avec son plateau, arborant son sourire professionnel le plus impeccable. « Bonsoir, monsieur Beaumont, madame. Votre champagne. » Elle servit le liquide doré dans les coupes avec une grâce parfaite, puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, elle ajouta d'une voix claire qui porta dans toute la salle « Et permettez-moi de vous transmettre les salutations de votre mère, monsieur Beaumont. Elle est assise là-bas, et elle a mentionné qu'elle était si fière de vous voir réussir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes les conversations cessèrent instantanément. Les têtes se tournèrent, d'abord vers Sophia, puis vers Alexandre, puis vers le coin sombre où Marguerite était assise, les yeux écarquillés de surprise. Alexandre devint livide, ses mâchoires se crispèrent,
et ses mains serrèrent si fort sa coupe de champagne qu'elle faillit se briser. Véronique, elle, devint écarlate, son visage exprimant un mélange de choc et de fureur. « De quoi parlez-vous » siffla Alexandre entre ses dents, essayant de garder un semblant de contrôle devant tous ces regards braqués sur lui. « Je ne connais pas cette femme. Vous devez faire erreur. » Mais Sofia ne recula pas. Elle avait franchi le Rubicon et elle irait jusqu'au bout. « Oh, je suis désolée, monsieur, » répondit-elle avec une innocence feinte qui ne trompait personne. « C'est juste que Madame Beaumont m'a montré une photo de vous quand vous étiez enfant. Elle la garde dans son portefeuille. Elle m'a raconté comment elle travaillait 3 emplois pour payer vos études à HEC. Elle semblait si heureuse de vous revoir ce soir. » L'atmosphère dans le restaurant était devenue électrique. Les murmures commençaient à enfler. Les clients sortirent leur téléphone, certains reconnaissant maintenant la situation pour ce qu'elle était, un scandale en direct. Alexandre Beaumont, le titan de la finance, le philanthrope qui faisait régulièrement des dons ostentatoires à des œuvres caritatives, le même homme qui avait récemment donné une interview dans le Figaro sur l'importance des valeurs familiales, était en train d'être exposé comme un fils indigne qui cachait et humiliait sa propre mère. Le maître d'hôtel se précipita vers Sofia, le visage déformé par la panique et la colère. « Mademoiselle Rodriguez, retournez immédiatement en cuisine. Vous êtes renvoyée. » Mais avant que Sofia ne puisse répondre, une voix s'éleva du fond de la salle. C'était un homme âgé, élégamment vêtu, qui s'était levé de sa table. « Attendez un instant, » dit-il avec autorité. « Je voudrais entendre la suite de cette histoire. » L'homme était Jean-Pierre Moreau, un industriel respecté, et plus important encore, l'un des principaux investisseurs dans plusieurs entreprises d'Alexandre. Sa voix portait un poids considérable, et personne n'osa l'interrompre. Il se tourna vers Marguerite, qui était maintenant debout, tremblante, ne sachant pas ce qui se passait, mais sentant que quelque chose d'important était en train de se produire. « Madame » dit Jean-Pierre en s'approchant d'elle, puis, réalisant qu'elle ne pouvait pas l'entendre, il fit signe à Sofia. « Pouvez-vous traduire pour moi ?» Sofia s'approcha rapidement de Marguerite et commença à signer, traduisant les paroles de Jean-Pierre. « Madame, êtes-vous vraiment la mère d'Alexandre Beaumont ?» Marguerite hésita, ses yeux se tournant vers son fils, qui la fixait avec une expression menaçante. Pendant un instant, elle sembla sur le point de nier, de protéger son fils une dernière fois, de préserver son image même au prix de sa propre dignité. Mais quelque chose en elle se brisa à cet instant. Toutes ces années de sacrifice, d'amour inconditionnel, de solitude acceptée en silence, tout cela remonta à la surface. Elle redressa les épaules, releva le menton avec une dignité royale et signa sa réponse que Sofia traduisit à voix haute. « Oui, je suis sa mère. Je m'appelle Marguerite Beaumont. J'ai élevé Alexandre seul après que son père nous ait abandonnés quand il avait 3 ans. J'ai travaillé comme couturière, femme de ménage, et dans une usine de textile pour lui donner la meilleure éducation possible. Je n'ai jamais manqué un seul de ces événements scolaires, même quand je devais prendre 3 bus pour y arriver. Je l'ai aimé de tout mon cœur et je l'aime encore, même maintenant. » Le silence qui suivit cette déclaration était si profond qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Les larmes coulaient librement sur les joues de plusieurs clients, même les plus endurcis. Jean-Pierre Moreau se tourna vers Alexandre avec un regard de dégoût absolu. « Monsieur Beaumont, » dit-il d'une voix glaciale, « j'ai fait des affaires avec vous pendant 5 ans. J'ai investi des millions dans vos entreprises. Je vous ai présenté à mes contacts les plus précieux, mais je ne fais pas affaire avec des hommes sans honneur. Considérez notre partenariat terminé, et je m'assurerai que tous nos associés communs sachent pourquoi. » Il se tourna ensuite vers Marguerite, et avec une courtoisie d'un autre âge, il lui offrit son bras. « Madame, me feriez-vous l'honneur de dîner à ma table ce soir? Je serais ravi d'entendre les histoires de votre vie si vous acceptez de les partager. » Sofia traduisit rapidement, et Marguerite, les larmes aux yeux, accepta avec gratitude. Alors que Jean-Pierre guidait Marguerite vers sa table, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un à un, les autres clients du restaurant se levèrent et applaudirent. Ce n'était pas pour Alexandre, ni pour son argent, ni pour son pouvoir. C'était pour cette femme courageuse qui avait vécu dans l'ombre, qui avait tout donné sans rien demander en retour et qui finalement avait trouvé la force de réclamer sa dignité. Les applaudissements résonnèrent dans tout le restaurant, un tonnerre d'approbation qui contrastait cruellement avec le silence mortifié d'Alexandre et Véronique. Plusieurs personnes sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer, et en quelques minutes, la scène serait partagée sur tous les réseaux sociaux, devenant virale avant même que le dessert ne soit servi.
Alexandre était pétrifié, son visage passant du blanc au rouge puis au gris, réalisant que sa vie soigneusement construite était en train de s'effondrer autour de lui. Véronique, elle, avait déjà saisi son sac à main et se dirigeait vers la sortie, refusant d'être associée à ce désastre public. Sophia, qui s'attendait à être renvoyée sur le champ, fut surprise quand le propriétaire du restaurant, M. Dubois, s'approcha d'elle. C'était un homme dans la soixantaine, qui avait hérité de l'établissement de son père et qui, malgré la pression commerciale, avait toujours essayé de maintenir certaines valeurs. Il avait observé toute la scène depuis son bureau à l'étage où les caméras de sécurité lui permettaient de surveiller la salle. « Mademoiselle Rodriguez, dit-il doucement, vous avez fait preuve d'un courage remarquable ce soir. Vous n'êtes pas renvoyée. En fait, je voudrais vous promouvoir au poste de chef de salle. Nous avons besoin de plus de personnes comme vous dans cet établissement. Des personnes qui se souviennent que derrière chaque client, il y a un être humain qui mérite respect et dignité. » Sophia était abasourdie, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Elle n'avait jamais imaginé que son geste impulsif aurait de telles conséquences, ni qu'il serait récompensé plutôt que puni. À la table de Jean-Pierre Moreau, Marguerite était assise, entourée d'attention et de gentillesse pour la première fois depuis des années. Jean-Pierre avait invité Sophia à se joindre à eux pour servir d'interprète, et bientôt, d'autres clients s'étaient approchés, demandant la permission de se joindre à leur table, ou simplement de saluer Marguerite. Parmi eux se trouvait une femme nommée Catherine Leroy, une journaliste renommée du journal Le Monde, qui était au restaurant pour un dîner d'affaires. Elle avait été profondément touchée par la scène et voyait là une histoire qui devait être racontée. Elle s'approcha de Marguerite et, par l'intermédiaire de Sophia, demanda la permission de l'interviewer. « Madame Beaumont, » signa Sophia en traduisant les paroles de Catherine, « votre histoire mérite d'être entendue. Trop de personnes âgées, trop de parents dévoués sont oubliés et négligés par leurs enfants une fois que ceux-ci ont réussi. Accepteriez-vous de partager votre histoire avec le monde ?» Marguerite réfléchit longuement. Elle regarda vers la table où Alexandre était toujours assis, seul maintenant, fixant son assiette vide avec une expression de défaite totale. Une partie d'elle voulait encore le protéger, cacher sa honte, préserver ce qui restait de leur relation. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée et ignorée pendant si longtemps, savait que le silence n'avait fait qu'encourager son comportement. Elle pensa à toutes les autres mères, tous les autres parents qui souffraient en silence, cachés par leurs enfants honteux. Elle pensa à la dignité qu'elle avait retrouvée ce soir, grâce au courage d'une jeune serveuse étrangère qui avait osé dire la vérité. Finalement, elle hocha la tête et signa sa réponse. « Oui, je vais raconter mon histoire. Pas pour me venger, mais pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont de la valeur, peu importe ce que leurs enfants leur font croire. » Catherine sortit immédiatement son enregistreur et son carnet, et pendant les 2 heures suivantes, Marguerite raconta son histoire. Elle parla de sa jeunesse, de sa surdité de naissance, qui avait rendu sa vie si difficile dans une époque où les personnes handicapées étaient souvent marginalisées. Elle raconta comment elle avait rencontré le père d'Alexandre, un homme charmant mais instable, qui l'avait abandonné avec un enfant en bas âge et des dettes écrasantes. Elle décrivit les années de lutte, les nuits blanches passées à coudre des vêtements pour des boutiques de quartier, les matins où elle se levait à 4 heures pour nettoyer des bureaux avant que les employés n'arrivent. Elle parla des sacrifices, des repas sautés pour qu'Alexandre puisse manger à sa faim, des vêtements usés qu'elle portait pour qu'il puisse avoir des habits neufs pour l'école. Elle raconta comment elle avait économisé pendant des années pour lui payer des cours particuliers, comment elle avait vendu ses rares bijoux, un héritage de sa propre mère, pour financer sa première année à HEC. Mais elle parla aussi des moments de joie, des sourires d'Alexandre enfant quand elle lui préparait son plat préféré, des dessins qu'il lui faisait à l'école et qu'elle conservait précieusement dans une boîte sous son lit. Elle raconta comment il lui avait promis, quand il avait 15 ans, qu'un jour il serait riche et qu'il lui achèterait une belle maison où elle pourrait se reposer et profiter de la vie. Elle décrivit le jour de sa remise de diplôme à HEC, comment elle était assise au dernier rang, vêtue de sa plus belle robe achetée dans une friperie, les larmes de fierté coulant sur ses joues, tandis qu'elle le regardait recevoir son diplôme avec les félicitations du jury. C'était le plus beau jour de sa vie, le jour où tous ses sacrifices avaient trouvé leur sens. Mais ensuite, elle raconta comment les choses avaient changé. Comment Alexandre avait décroché son premier emploi dans une grande banque d'investissement et avait commencé à espacer ses visites. Comment il avait rencontré Véronique,
une femme issue de la haute société qui regardait Marguerite avec un mépris à peine voilé. Comment les invitations aux événements familiaux s'étaient faites de plus en plus rares, puis avaient complètement cessé. Elle raconta le jour où Alexandre lui avait demandé de ne plus venir le voir à son bureau, prétextant que cela créait une mauvaise impression auprès de ses collègues et clients. Elle décrivit le Noël, où elle avait attendu toute la journée qu'il vienne, préparant son plat préféré, pour finalement recevoir un message texte froid lui disant qu'il était trop occupé. Elle parla des anniversaires oubliés, des appels non retournés, du sentiment croissant d'invisibilité qui l'avait envahi. Et finalement, elle raconta ce soir ce message lui donnant rendez-vous au restaurant. L'espoir fou qui était né en elle à l'idée de revoir son fils, et la cruelle réalité de la situation qu'elle avait découverte. Pendant tout son récit, traduit avec émotion par Sophia, il n'y avait pas un bruit dans le restaurant. Les serveurs avaient cessé de travailler, les clients avaient oublié leur repas, tous captivés par cette histoire de sacrifice, d'amour et de trahison. Catherine Leroy écrivait frénétiquement, sachant qu'elle tenait là un article qui allait faire la une et toucher des millions de personnes. Pendant ce temps, Alexandre était toujours assis à sa table, seul, observant la scène avec un mélange de honte, de colère et, quelque part au fond de lui, de regret. Il voyait sa mère, cette femme qu'il avait essayé d'effacer de sa vie, devenir le centre d'attention, admirée et respectée par des personnes qu'il considérait comme ses pairs. Il entendait les bribes de son histoire, ces souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de sa conscience, et chaque mot était comme un coup de poignard dans son cœur endurci. Il se souvenait maintenant de ces moments qu'elle décrivait, mais il les avait toujours vus d'un autre angle, minimisant ses sacrifices, se convainquant qu'il les méritait, que c'était son dû en tant que fils. Il avait reconstruit sa propre histoire, se présentant comme un self-made man qui avait réussi par son seul talent et sa détermination, effaçant commodément le rôle crucial que sa mère avait joué dans son ascension. Et maintenant, cette fiction soigneusement élaborée s'effondrait, révélant la vérité crue et inconfortable de son ingratitude. Son téléphone commença à vibrer de manière incessante. Les messages affluaient, d'abord de ses amis et connaissances qui étaient au restaurant ou qui avaient vu les vidéos commencer à circuler sur les réseaux sociaux, puis de ses associés d'affaires et finalement de journalistes demandant des commentaires. Il regarda l'écran avec horreur, voyant les hashtags commencer à se former. Fils indigne, mère oubliée, Beaumont scandale. En quelques minutes, son nom était devenu tendance sur Twitter, et pas pour les raisons qu'il aurait souhaitées. Les vidéos de la scène avaient été vues des centaines de milliers de fois, et les commentaires étaient unanimement contre lui. Des personnes partageaient leurs propres histoires de parents négligés, d'autres appelaient au boycott de ses entreprises, certains même réclamaient une enquête sur ses pratiques commerciales, suggérant que quelqu'un capable de traiter sa propre mère avec un tel mépris était probablement capable de toutes les malversations en affaires. Son empire, construit sur des années de travail acharné et de manœuvres calculées, était en train de s'effondrer en temps réel, détruit non pas par un concurrent ou une crise économique, mais par sa propre cruauté envers la personne qu'il aimait le plus au monde. Alors que Marguerite terminait son récit, Jean-Pierre Moreau se leva et leva son verre. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix forte qui porta dans toute la salle, je voudrais porter un toast à Madame Marguerite Beaumont, une femme d'une force et d'une dignité extraordinaires. Dans notre société obsédée par la richesse et le statut, nous oublions souvent que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à son caractère, à ses sacrifices, à son amour pour les autres. Madame Beaumont incarne ces valeurs, et elle nous rappelle à tous ce qui est vraiment important dans la vie. » Tous les clients se levèrent et levèrent leurs verres, répétant le toast. Marguerite, submergée par l'émotion, ne pouvait pas entendre les paroles, mais elle voyait les visages souriants, les verres levés en son honneur, et elle comprenait qu'elle était enfin reconnue, enfin vue pour ce qu'elle était vraiment. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait valorisée, importante, digne d'attention et de respect. Sophia, debout à côté d'elle, pleurait ouvertement, touchée par la tournure des événements. Elle pensait à sa propre mère, restée en Espagne, et se promit de l'appeler dès qu'elle rentrerait chez elle pour lui dire combien elle l'aimait et l'appréciait. Cette soirée lui avait rappelé que les parents vieillissent, que le temps est précieux, et qu'il ne faut jamais tenir l'amour familial pour acquis. Elle regarda vers Alexandre, qui était maintenant debout, semblant hésiter entre partir et s'approcher. «
Finalement, comme s'il était tiré par une force invisible, il commença à marcher vers la table où sa mère était assise. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense, comme s'il marchait contre un vent violent. Le restaurant entier se tut, tous les yeux fixés sur lui, attendant de voir ce qu'il allait faire. Allait-il s'excuser? Allait-il essayer de se justifier? Ou allait-il simplement partir, fuyant la situation comme il avait fui sa responsabilité envers sa mère pendant toutes ces années? Alexandre s'arrêta devant la table, son regard fixé sur Marguerite, qui le regardait avec une expression indéchiffrable. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Comment pouvait-il s'excuser pour des années de négligence et d'humiliation? Quel mot pourrait effacer la douleur qu'il avait causée? Il réalisa soudain l'absurdité de la situation. Sa mère ne pouvait même pas l'entendre, et il n'avait jamais pris la peine d'apprendre la langue des signes, cette langue qui était la sienne, qui faisait partie de son identité. C'était un rejet de plus, une preuve supplémentaire qu'il avait voulu effacer tout ce qui la définissait. Sophia, sentant son désarroi, s'approcha pour traduire, mais Alexandre leva la main pour l'arrêter. Il sortit son téléphone et, avec des doigts tremblants, tapa un message qu'il montra à sa mère. « Maman, je suis désolé. Je sais que ces mots sont insuffisants, que rien ne peut réparer ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que je regrette profondément. Tu méritais tellement mieux. Tu mérites tellement mieux. » Marguerite lut le message, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. Elle regarda son fils, cet homme qui avait été son monde entier, pour qui elle aurait donné sa vie sans hésiter, et elle vit enfin une lueur de l'enfant qu'il avait été, de ce petit garçon qui lui disait qu'il l'aimait chaque soir avant de s'endormir. Elle tendit la main et toucha doucement sa joue, un geste maternel qui contenait des années d'amour non exprimé, de pardon non demandé. Puis elle prit le téléphone et tapa sa réponse. « Alexandre, mon fils, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas accepter d'être maltraité. Tu as fait des choix qui m'ont profondément blessé. Si tu veux vraiment réparer notre relation, cela prendra du temps, des efforts et un véritable changement de ta part. Es-tu prêt pour cela ?» Alexandre lut le message et hocha la tête vigoureusement, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues, brisant le masque de froideur qu'il avait porté pendant si longtemps. « Oui, » dit-il à voix haute, même si elle ne pouvait pas l'entendre, « oui, je suis prêt, je ferai tout ce qu'il faut. » Jean-Pierre Moreau, observant la scène, intervint alors. « Monsieur Beaumont, » dit-il d'un ton toujours ferme mais légèrement adouci, « les actions parlent plus fort que les mots. Si vous êtes sincère dans votre repentir, je suggère que vous commenciez par apprendre la langue des signes. Montrez à votre mère que vous êtes prêt à entrer dans son monde, plutôt que de toujours exiger qu'elle s'adapte au vôtre. » Alexandre hocha la tête, acceptant le conseil. « Vous avez raison, » dit-il. « Je vais commencer dès demain. » Et il hésita puis continua. « Je voudrais également créer une fondation pour aider les personnes sourdes et malentendantes, en particulier les personnes âgées qui sont souvent isolées et négligées. Je veux faire quelque chose de positif avec mes ressources, quelque chose qui honorerait ma mère et tous les sacrifices qu'elle a faits. » Marguerite, lisant sur les lèvres avec l'aide de Sophia qui traduisait en signes, fut surprise par cette déclaration. C'était un début, un petit pas vers la rédemption, mais c'était quelque chose. Catherine Leroy, qui avait observé et noté chaque détail de cette confrontation, intervint alors. « Monsieur Beaumont, si vous êtes sérieux concernant cette fondation, j'aimerais suivre son développement et en faire un reportage. Le public a vu votre erreur ce soir. Il serait juste qu'il voie aussi vos efforts pour la corriger, si ces efforts sont authentiques. » Alexandre accepta, comprenant que sa rédemption, si elle était possible, devrait être publique, tout comme l'avait été sa chute. Il ne pourrait pas simplement faire un don généreux et attendre que tout soit oublié. Il devrait prouver, jour après jour, qu'il avait changé, qu'il avait compris la leçon. Le propriétaire du restaurant, M. Dubois, s'approcha alors du groupe. « Si vous me le permettez, dit-il, j'aimerais offrir ce repas à Madame Beaumont et à tous ceux qui l'ont soutenu ce soir. Et Monsieur Beaumont, votre addition vous attend à votre table. Je pense qu'il est temps que vous payiez pour quelque chose, au sens propre comme au sens figuré. » La remarque, bien que sévère, était justifiée, et Alexandre l'accepta sans protester. Il retourna à sa table, paya une addition exorbitante sans broncher, et laissa un pourboire généreux pour le personnel, particulièrement pour Sophia. Avant de partir, il s'approcha une dernière fois de sa mère. Cette fois, au lieu d'utiliser son téléphone, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis son enfance. Il la prit dans ses bras et la serra fort contre lui.
Marguerite, surprise, resta d'abord rigide, puis elle se détendit et rendit l'étreinte, ses bras frêles entourant son fils. Dans ce moment sans mots, sans son, il y avait une communication plus profonde que tout ce qu'ils avaient partagé depuis des années. C'était un au revoir, mais aussi une promesse, un engagement tacite à essayer de reconstruire ce qui avait été brisé. Quand ils se séparèrent, Alexandre fit un signe maladroit en langue des signes, quelque chose qu'il avait rapidement cherché sur son téléphone. « Je t'aime, maman ». C'était imparfait, hésitant, mais c'était un début. Après le départ d'Alexandre, l'atmosphère dans le restaurant se détendit progressivement. Les conversations reprirent, mais elles tournaient toutes autour de ce qui venait de se passer. Marguerite resta à la table de Jean-Pierre, profitant d'un repas somptueux qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir elle-même. Jean-Pierre se révéla être un homme fascinant, avec une histoire personnelle qui résonnait étrangement avec celle de Marguerite. Il raconta comment il avait lui aussi grandi dans la pauvreté, élevé par une mère célibataire qui travaillait comme infirmière. Contrairement à Alexandre, il n'avait jamais oublié ses origines et avait toujours pris soin de sa mère jusqu'à son décès l'année précédente. « C'est en partie pour cela que votre histoire m'a tant touché », confia-t-il à travers Sophia qui traduisait. « Je vois ma propre mère en vous, et cela me rend malade de penser qu'il y a des fils qui traitent leur mère comme Alexandre vous a traité. » Il fit une pause, puis ajouta « Madame Beaumont, si vous me le permettez, j'aimerais vous aider. J'ai une propriété en Provence avec une maison d'hôte qui est actuellement inoccupée. Ce serait un honneur pour moi si vous acceptiez d'y vivre. Vous pourriez profiter de vos dernières années dans la paix et la beauté, entourée de vignes et de lavandes. » Marguerite était abasourdie par cette offre généreuse. Elle regarda Jean-Pierre avec incrédulité, se demandant si elle avait bien compris. Sophia confirma en signant, et Marguerite secoua la tête doucement. « C'est trop, » signa-t-elle. « Je ne peux pas accepter une telle générosité d'un étranger. » Mais Jean-Pierre insista. « Vous n'êtes plus une étrangère, madame. Après ce soir, après avoir entendu votre histoire, je sens que je vous connais. Et ma mère m'a toujours dit qu'il faut aider ceux qui en ont besoin quand on en a les moyens. J'ai les moyens, et vous méritez cette aide. S'il vous plaît, acceptez. Cela me ferait plaisir et honorerait la mémoire de ma propre mère. » Marguerite, les larmes aux yeux, finit par accepter, réalisant que parfois, il faut avoir l'humilité de recevoir, tout comme elle avait eu la force de donner pendant tant d'années. C'était une leçon difficile pour quelqu'un qui avait toujours été du côté de ceux qui donnent, jamais de ceux qui reçoivent. Sophia, observant tout cela, se sentait comme si elle assistait à un miracle. En faisant ce simple geste de gentillesse envers Marguerite au début de la soirée, elle avait déclenché une chaîne d'événements qui avait changé plusieurs vies. Elle avait reçu une promotion, Marguerite avait retrouvé sa dignité et gagné un nouveau protecteur. Alexandre avait été forcé de confronter ses démons, et maintenant, une fondation allait être créée pour aider d'innombrables personnes sourdes et malentendantes. C'était la preuve que les petits actes de bonté peuvent avoir des répercussions énormes, que chaque personne a le pouvoir de faire une différence, peu importe sa position dans la société. Elle pensa à toutes les fois où elle avait hésité à intervenir, à parler de peur des conséquences. Ce soir lui avait appris que parfois, le risque en vaut la peine, que la justice et la compassion doivent l'emporter sur la peur et la complaisance. Elle regarda Marguerite qui souriait maintenant, vraiment souriait, pour la première fois de la soirée, et elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Alors que la soirée touchait à sa fin, Catherine Leroy finalisa son interview avec Marguerite. Elle avait déjà commencé à rédiger mentalement son article, sachant qu'il serait publié en première page du Monde le lendemain. Elle avait également contacté plusieurs chaînes de télévision qui voulaient interviewer Marguerite pour leurs journaux du soir. L'histoire était en train de devenir un phénomène national, touchant une corde sensible dans une société où les personnes âgées sont souvent marginalisées et oubliées. Catherine savait que cet article pourrait être le plus important de sa carrière, non pas à cause de son impact sur les ventes de journaux, mais à cause de son impact potentiel sur la conscience collective. Si cette histoire pouvait amener ne serait-ce qu'une poignée de personnes à reconsidérer leurs relations avec leurs parents vieillissants, si elle pouvait encourager plus de compassion et de respect envers les personnes handicapées, alors elle aurait accompli quelque chose de vraiment significatif. Avant de partir, Catherine donna sa carte à Marguerite et lui promit de rester en contact. « Votre histoire ne se termine pas ce soir », signa-t-elle à travers Sophia. « C'est juste le début d'un nouveau chapitre. » Finalement, vers minuit,
Jean-Pierre proposa de raccompagner Marguerite chez elle dans sa voiture avec chauffeur. Marguerite accepta avec gratitude, épuisée émotionnellement et physiquement par cette soirée extraordinaire. Sophia les accompagna, voulant s'assurer que Marguerite rentrait en sécurité. Dans la voiture luxueuse qui glissait silencieusement dans les rues de Paris illuminées pour Noël, Marguerite regardait par la fenêtre, observant les décorations scintillantes, les familles qui rentraient chez elle après leur célébration, les sans-abri recroquevillés dans les porches des magasins fermés. Elle pensait à la fragilité de la vie, à la rapidité avec laquelle les fortunes peuvent changer, au pouvoir de la bonté humaine. Ce matin encore, elle était une femme invisible, oubliée, reléguée aux marges de la société. Ce soir, elle était devenue le symbole d'une cause, le visage d'un problème social important, et surtout, elle avait retrouvé sa dignité et son estime de soi. Elle avait également, peut-être, retrouvé son fils, ou du moins la possibilité de le retrouver si ses promesses se révélaient sincères. Quand ils arrivèrent devant le modeste immeuble où Marguerite vivait, Jean-Pierre insista pour monter avec elle et Sophia, pour s'assurer que tout allait bien. L'appartement était petit, propre mais spartiate, avec un mobilier vieillissant et des murs qui auraient eu besoin d'une nouvelle couche de peinture. Mais il y avait aussi des touches personnelles qui le rendaient chaleureux. Des photos d'Alexandre enfant sur les murs, des plantes soigneusement entretenues sur le rebord de la fenêtre, des livres empilés sur une petite table. Jean-Pierre regarda autour de lui et fut frappé par le contraste entre cet appartement humble et le luxe ostentatoire dans lequel vivait Alexandre. Il pensa à sa propre mère, qui avait vécu dans un appartement similaire jusqu'à ce qu'il ait les moyens de lui offrir mieux. Il se promit silencieusement de s'assurer que Marguerite ne passerait plus jamais une autre nuit dans cet endroit, une fois que la maison en Provence serait prête pour elle. Avant de partir, il prit les mains de Marguerite dans les siennes et lui dit, à travers Sophia, « Madame Beaumont, vous n'êtes plus seule. Vous avez maintenant des amis qui se soucient de vous. N'hésitez jamais à demander de l'aide si vous en avez besoin. » Cette nuit-là, seule dans son lit, Marguerite ne put trouver le sommeil. Les événements de la soirée tournaient en boucle dans son esprit. Elle pensait à Alexandre, à l'expression sur son visage quand il avait été exposé, à ses larmes quand il s'était finalement excusé. Elle se demandait s'il était vraiment sincère, s'il allait vraiment changer, ou si c'était juste une réaction à l'humiliation publique qu'il avait subie. Une partie d'elle voulait désespérément croire en lui, croire que son fils, son petit garçon, était toujours là quelque part sous le vernis de richesse et d'arrogance. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée trop souvent, restait méfiante, protectrice. Elle décida qu'elle lui donnerait une chance, mais qu'elle ne se laisserait plus jamais traiter avec aussi peu de respect. Elle avait appris ce soir qu'elle avait de la valeur, que son histoire importait, que sa vie avait du sens au-delà de son rôle de mère sacrificielle. C'était une révélation libératrice et terrifiante à la fois. Pendant ce temps, dans son penthouse luxueux du 16e arrondissement, Alexandre ne dormait pas non plus. Il était assis dans son bureau, son ordinateur ouvert devant lui, regardant les vidéos de la scène au restaurant qui avaient été partagées des milliers de fois. Il lisait les commentaires, chacun d'eux comme un coup de fouet sur sa conscience. Certains étaient cruels, le traitant de monstre et de fils indigne. D'autres étaient plus réfléchis, parlant de la pression sociale qui pousse les gens à cacher leurs origines modestes, de la culture de l'image qui valorise l'apparence au détriment de la substance. Quelques-uns, très rares, exprimèrent de la compassion, reconnaissant que tout le monde fait des erreurs et que ce qui compte, c'est la capacité à les reconnaître et à changer. Alexandre s'accrochait à ces derniers commentaires comme à une bouée de sauvetage. Il ouvrit un nouvel onglet et commença à chercher des cours de langue des signes française. Il en trouva un qui commençait la semaine suivante et s'inscrivit immédiatement. Puis il commença à rédiger un plan pour la fondation qu'il avait promise, déterminé à ce que ce ne soit pas juste un geste vide pour redorer son image, mais quelque chose de substantiel qui ferait vraiment une différence. Le lendemain matin, l'article de Catherine Leroy fut publié en première page du Monde avec le titre « La mère oubliée. Comment le silence d'une femme a révélé la voix d'une génération ». L'article était accompagné d'une photo de Marguerite prise au restaurant, son visage exprimant une dignité tranquille, malgré les larmes qui brillaient dans ses yeux. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, elle était reprise par tous les médias français puis internationaux. Des talk-shows invitèrent des experts pour discuter du phénomène des parents âgés négligés par leurs enfants prospères. Des associations caritatives rapportaient une augmentation massive des dons et du volontariat.
Les personnes partageaient leurs propres histoires sur les réseaux sociaux, créant un mouvement spontané de reconnaissance envers les parents et les personnes âgées. Le hashtag #RmerciMaman devint tendance, avec des millions de personnes partageant des photos et des histoires de leur mère, remerciant ces femmes pour leurs sacrifices souvent invisibles. Alexandre se réveilla face à un déluge de messages et d'appels. Certains de ses associés d'affaires avaient rompu leur contrat, comme l'avait promis Jean-Pierre Moreau. D'autres, cependant, appelaient pour offrir leur soutien, impressionnés par sa promesse de créer une fondation et désireux d'y contribuer. Son assistante personnelle l'informa que plusieurs grandes entreprises avaient appelé, proposant des partenariats pour la fondation. Il y avait aussi des messages de personnes qu'il n'avait pas vues depuis des années, d'anciens camarades de classe de Belleville, de voisins qui se souvenaient de Marguerite et de ses sacrifices. Beaucoup exprimaient leur déception face à son comportement, mais aussi leur espoir qu'il puisse se racheter. L'un de ces messages venait de son ancien professeur de mathématiques du lycée, M. Renard, qui avait été un mentor important dans sa jeunesse. Le message disait simplement « Alexandre, je suis déçu mais pas surpris. J'ai vu les signes il y a des années, quand tu as commencé à avoir honte de tes origines. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Ta mère mérite mieux, et tu es capable de mieux. Prouve-le. » Ce message, plus que tous les autres, toucha Alexandre profondément. Monsieur Renard avait été comme un père pour lui pendant ses années de lycée, le guidant, le conseillant, croyant en lui quand peu d'autres le faisaient. Savoir qu'il avait déçu cet homme était presque aussi douloureux que de savoir qu'il avait blessé sa mère. Alexandre décida de lui répondre, mais pas par message. Il se rendit au lycée où Monsieur Renard enseignait toujours, maintenant proche de la retraite. Quand il entra dans la salle des professeurs et vit son ancien mentor, maintenant grisonnant et légèrement voûté, les souvenirs affluèrent. Monsieur Renard le regarda avec un mélange de tristesse et d'espoir. « Alexandre, dit-il simplement. « Monsieur Renard, répondit Alexandre, sa voix tremblante, j'ai besoin de vos conseils. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé. » Les deux hommes s'assirent et parlèrent pendant des heures. Monsieur Renard ne mâcha pas ses mots, confrontant Alexandre à ses erreurs, mais il offrit aussi de la sagesse et des conseils pratiques sur la façon de reconstruire sa relation avec sa mère et de devenir l'homme qu'il était censé être. Pendant ce temps, Marguerite se réveilla face à une réalité complètement transformée. Son téléphone, un vieux modèle qu'Alexandre lui avait donné des années auparavant, était inondé de messages. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait jusqu'à ce que Sophia arrive à sa porte, accompagnée d'un interprète professionnel en langue des signes que Jean-Pierre avait engagé pour l'assister. Sophia lui montra les journaux, les articles en ligne, les vidéos qui avaient été vues des millions de fois. Marguerite était abasourdie. Elle n'avait jamais imaginé que son histoire aurait un tel impact. L'interprète, une femme nommée Marie, lui expliqua que des dizaines de journalistes voulaient l'interviewer, que des organisations caritatives voulaient travailler avec elle, que des personnes du monde entier envoyaient des messages de soutien. C'était accablant, presque effrayant. Marguerite, qui avait vécu dans l'ombre pendant si longtemps, se retrouvait soudainement sous les projecteurs, et elle ne savait pas comment gérer cette attention. Jean-Pierre Moreau arriva peu après, accompagné de son avocat et de son assistant personnel. Il avait un plan. « Madame Beaumont, signa Marie en traduisant ses paroles, je sais que tout cela doit être très perturbant pour vous, mais vous avez une opportunité unique ici. Votre histoire a touché des millions de personnes. Si vous le souhaitez, nous pouvons utiliser cette attention pour faire quelque chose de vraiment significatif. Nous pourrions créer une organisation, pas seulement pour les personnes sourdes, mais pour tous les parents âgés qui sont négligés et oubliés. Nous pourrions faire pression pour des changements législatifs, créer des programmes de soutien, sensibiliser le public, mais seulement si vous êtes d'accord. C'est votre histoire, votre choix. » Marguerite réfléchit longuement. Une partie d'elle voulait juste retourner à son anonymat, à sa vie tranquille. Mais une autre partie, celle qui avait été réveillée la nuit précédente, savait que Jean-Pierre avait raison. Elle avait une plateforme maintenant, une voix, et elle pouvait l'utiliser pour aider d'autres personnes dans sa situation. Elle hocha la tête lentement, acceptant la responsabilité qui venait avec cette nouvelle notoriété. Au cours des semaines suivantes, la vie de Marguerite changea de façon spectaculaire. Jean-Pierre tint sa promesse et la fit emménager dans la maison d'hôte en Provence, un endroit magnifique entouré de vignes et de champs de lavande, avec une vue imprenable sur les montagnes. Pour la première fois de sa vie, Marguerite vivait dans le luxe,
mais un luxe confortable et chaleureux, pas ostentatoire. Elle avait une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine, un jardinier qui s'occupait des plantes, et Marie, l'interprète, qui venait quotidiennement pour l'aider à gérer les demandes d'interview et les affaires de la nouvelle organisation qu'ils étaient en train de créer. L'organisation fut nommée Voix silencieuse, et sa mission était double: soutenir les personnes sourdes et malentendantes, particulièrement les personnes âgées, et sensibiliser le public aux problèmes de la négligence des parents âgés. Alexandre, fidèle à sa promesse, finança généreusement l'organisation, mais il le fit discrètement, sans chercher la publicité. Il comprenait que sa rédemption ne viendrait pas de gestes publics, mais d'actions constantes et sincères. Alexandre s'inscrivit à un cours intensif de langue des signes et s'y consacra avec la même détermination qu'il avait mise dans sa carrière. Chaque soir, après le travail, il passait 2 heures à pratiquer, regardant des vidéos, travaillant avec un tuteur privé, s'immergeant complètement dans cette langue qu'il aurait dû apprendre des décennies auparavant. C'était humiliant parfois, de lutter avec des concepts de base, de faire des erreurs embarrassantes, lui qui était habitué à exceller dans tout ce qu'il entreprenait. Mais c'était aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, il faisait quelque chose qui n'était pas pour son image ou sa carrière, mais pour quelqu'un d'autre, pour sa mère. Après 6 semaines de cours intensifs, il se sentit prêt à rendre visite à Marguerite en Provence. Il l'appela d'abord, utilisant un service de relais vidéo qui permettait à un interprète de traduire entre eux. Il lui demanda la permission de venir, expliquant qu'il voulait lui parler, vraiment lui parler, dans sa langue. Marguerite, surprise et touchée, accepta. Le jour de la visite arriva. Alexandre fit le trajet de Paris à la Provence dans sa voiture, un voyage de plusieurs heures qui lui donna amplement le temps de réfléchir. Il était nerveux, plus nerveux qu'il ne l'avait été pour n'importe quelle réunion d'affaires ou présentation importante. Il répétait mentalement ce qu'il voulait dire, pratiquant les signes encore et encore. Quand il arriva à la maison, il fut frappé par sa beauté. C'était exactement le genre d'endroit où sa mère méritait de vivre, paisible et serein, loin du chaos de la ville. Marguerite l'attendait sur la terrasse, assise dans un fauteuil confortable, un livre sur les genoux. Quand elle le vit approcher, elle se leva, son expression mêlant espoir et appréhension. Alexandre s'approcha lentement, puis, au lieu de parler ou de sortir son téléphone comme il l'aurait fait auparavant, il commença à signer. Ses mouvements étaient hésitants, imparfaits, mais sincères. « Bonjour maman, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à apprendre ta langue. Je suis désolé pour tout. » Marguerite le regarda, les larmes coulant librement sur ses joues. Voir son fils faire cet effort, essayer de communiquer avec elle dans sa langue, c'était plus qu'elle n'avait osé espérer. Elle répondit en signe, lentement pour qu'il puisse suivre. « Tu es venu, tu as appris. C'est un début. » Ils s'assirent ensemble sur la terrasse et pour la première fois depuis des années, ils eurent une vraie conversation. Alexandre lui parla de sa vie, de ses regrets, de comment il s'était perdu dans la poursuite de la richesse et du statut. Il admit qu'il avait eu honte de ses origines, qu'il avait voulu effacer son passé pour se réinventer. Il reconnut que c'était lâche et cruel, et que cela l'avait finalement laissé vide et malheureux malgré toute sa richesse. Marguerite, de son côté, parla de sa vie, de sa solitude, de comment elle avait continué à l'aimer malgré tout, mais aussi de la douleur qu'il lui avait causée. Elle ne minimisa pas ses sentiments, ne chercha pas à le réconforter facilement. Elle fut honnête, et cette honnêteté était ce dont leur relation avait besoin pour avoir une chance de guérir. Ils parlèrent pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses, spectaculaires. À un moment, Alexandre demanda « Penses-tu que tu pourras me pardonner un jour ?» Marguerite réfléchit longuement avant de répondre « Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive en un instant. C'est un processus, un chemin. Je veux te pardonner, Alexandre. Je veux retrouver mon fils. Mais cela prendra du temps. Et cela nécessitera que tu continues à faire des efforts, pas seulement maintenant pendant que tout le monde regarde, mais dans les mois et les années à venir, quand l'attention se sera dissipée. » Alexandre hocha la tête, comprenant la sagesse de ses paroles. « Je serai là, » signa-t-il. « Je te le promets. Je viendrai te voir chaque semaine. Je continuerai à apprendre la langue des signes jusqu'à ce que je la maîtrise parfaitement. Je ferai tout ce qu'il faut. » Marguerite lui prit la main et la serra doucement. « Alors nous verrons, » signa-t-elle. « Nous verrons. » Au cours des mois suivants, Alexandre tint sa promesse. Chaque samedi, sans faute, il faisait le voyage de Paris à la Provence pour passer la journée avec sa mère. Il se promenait dans les vignes,
cuisinaient ensemble, ou simplement s'asseyaient sur la terrasse à regarder le paysage. Lentement, péniblement, leur relation commença à guérir. Ce n'était pas facile. Il y avait des moments de tension, des conversations difficiles sur le passé, des larmes et des frustrations. Mais il y avait aussi des moments de joie, de rire, de connexion authentique. Alexandre découvrait sa mère comme une personne à part entière, pas seulement comme une figure maternelle. Il apprenait ses goûts, ses opinions, ses rêves qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Il découvrait qu'elle aimait la peinture et lui offrit un atelier complet avec des toiles, des pinceaux et des peintures de qualité professionnelle. Il apprit qu'elle avait toujours rêvé de voyager, mais n'en avait jamais eu les moyens. Alors il commença à planifier des voyages qu'ils pourraient faire ensemble, des endroits où elle avait toujours voulu aller. Marguerite, de son côté, voyait son fils se transformer sous ses yeux. L'homme arrogant et distant qu'il était devenu cédait progressivement la place à quelqu'un de plus humble, plus empathique, plus humain. Elle voyait qu'il faisait de réels efforts, pas seulement avec elle, mais dans tous les aspects de sa vie. La fondation Voix silencieuse prenait de l'ampleur de façon spectaculaire. Avec le financement généreux d'Alexandre et le soutien de Jean-Pierre Moreau et d'autres philanthropes qui avaient été touchés par l'histoire de Marguerite, l'organisation avait ouvert des centres dans 5 grandes villes françaises. Ces centres offraient des cours gratuits de langue des signes, des services d'interprétation, des programmes de soutien pour les personnes âgées sourdes et malentendantes et des groupes de soutien pour les familles. Marguerite était devenue la présidente honoraire de l'organisation, et bien qu'elle ne soit pas impliquée dans la gestion quotidienne, elle visitait régulièrement les centres, rencontrant les bénéficiaires et partageant son histoire. Son visage était devenu le symbole d'un mouvement plus large pour la dignité et le respect des personnes âgées et handicapées. Elle recevait des lettres de partout dans le monde, de personnes qui avaient été inspirées par son courage, de fils et de filles qui avaient renoué avec leurs parents après avoir entendu son histoire, de personnes sourdes qui se sentaient enfin vues et valorisées. Sophia, la jeune serveuse qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements, avait également vu sa vie transformée. Avec sa promotion au poste de chef de salle à la Couronne d'Or et l'augmentation de salaire qui l'accompagnait, elle pouvait maintenant se concentrer davantage sur ses études de médecine. Mais plus important encore, elle avait trouvé sa vocation. Inspirée par Marguerite et par l'impact qu'un simple acte de gentillesse avait eu, Sophia décida de se spécialiser en gériatrie, voulant consacrer sa carrière médicale aux soins des personnes âgées. Elle était également devenue bénévole active pour Voix silencieuse, donnant de son temps libre pour aider à organiser des événements et à sensibiliser le public. Elle et Marguerite avaient développé une amitié profonde, transcendant les barrières de l'âge et de la langue. Sophia considérait Marguerite comme une grand-mère de substitution, et Marguerite voyait en Sophia la fille qu'elle n'avait jamais eue. Elles passaient souvent du temps ensemble, Sophia venant en Provence pendant ses jours de congé pour tenir compagnie à Marguerite, cuisiner ensemble, ou simplement profiter de la beauté paisible de la campagne. Un jour, environ 6 mois après la fameuse soirée au restaurant, Sophia arriva chez Marguerite avec une nouvelle excitante. Elle venait de recevoir une bourse complète pour terminer ses études de médecine, une bourse créée spécifiquement par la Fondation Voix silencieuse pour soutenir les étudiants qui s'engageaient à travailler avec des populations vulnérables. « C'est grâce à toi », signa Sophia avec l'aide de Marie qui était présente. « Si tu n'avais pas été courageuse ce soir-là, si tu n'avais pas accepté de partager ton histoire, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as changé ma vie, Marguerite. Tu as changé tant de vies. » Marguerite, émue aux larmes, serra Sophia dans ses bras. « Non, ma chérie, » signa-t-elle en retour. « C'est toi qui as changé ma vie. Tu as été la première personne à me voir vraiment, à me traiter avec dignité quand tout le monde m'ignorait. Tu as eu le courage de dire la vérité quand c'était dangereux de le faire. Tu es mon ange. » L'histoire de Marguerite avait également eu des répercussions au niveau législatif. Catherine Leroy, la journaliste qui avait écrit l'article original, avait continué à suivre l'histoire et à faire des reportages sur le problème plus large de la négligence des personnes âgées en France. Ces articles avaient attiré l'attention de plusieurs parlementaires qui avaient commencé à travailler sur une nouvelle législation. Le projet de loi surnommé « Loi Marguerite » par les médias visait à renforcer les protections pour les personnes âgées, à créer plus de ressources pour les aider et à établir des conséquences légales pour les cas extrêmes de négligence familiale. Le débat autour de cette loi était intense.
certains arguant qu'on ne pouvait pas forcer les relations familiales par la loi, d'autres insistant sur le fait que la société avait une responsabilité de protéger ses membres les plus vulnérables. Marguerite fut invitée à témoigner devant une commission parlementaire, une expérience intimidante mais profondément significative. Avec Marie à ses côtés pour interpréter, elle raconta son histoire une fois de plus, mais cette fois devant des législateurs qui avaient le pouvoir de créer un changement systémique. Son témoignage fut puissant et émouvant. Elle parla non seulement de sa propre expérience, mais aussi des dizaines de personnes qu'elle avait rencontrées à travers son travail avec Voix silencieuse, des personnes âgées vivant dans l'isolement et la pauvreté, oubliées par leur famille et négligées par la société. Elle parla d'une femme de 85 ans qu'elle avait rencontrée dans un centre à Lyon, qui n'avait pas vu ses 3 enfants depuis plus de 10 ans, malgré le fait qu'ils vivaient tous dans la même ville. Elle parla d'un homme de 70 ans, sourd comme elle, qui avait été placé dans une maison de retraite par ses enfants et qui n'avait jamais reçu de visite, passant ses journées seul parce que personne dans l'établissement ne connaissait la langue des signes. Elle parla de la dignité humaine, du respect qui est dû à chaque personne indépendamment de son âge ou de ses capacités, et de la responsabilité collective que nous avons les uns envers les autres. Quand elle termina, il y eut un long silence dans la salle, puis un des parlementaires, un homme dans la cinquantaine avec des larmes dans les yeux, se leva et applaudit. Bientôt, toute la commission était debout, applaudissant cette femme courageuse qui avait transformé sa douleur personnelle en un plaidoyer pour le changement social. La loi Marguerite fut adoptée 6 mois plus tard, avec un soutien bipartisan rare dans le climat politique divisé de l'époque. La loi établissait plusieurs mesures importantes: la création d'un fonds national pour soutenir les personnes âgées vulnérables, l'obligation pour les maisons de retraite de fournir des services adaptés aux personnes handicapées, incluant des interprètes en langue des signes, des programmes de sensibilisation dans les écoles sur le respect des personnes âgées et des ressources pour aider les familles à prendre soin de leurs parents vieillissants. La loi créait également une ligne d'assistance nationale, où les personnes âgées pouvaient signaler des cas de négligence ou d'abus. Le jour où la loi fut signée, Marguerite fut invitée à la cérémonie à l'Élysée. Elle se tenait aux côtés du président de la République, vêtue d'une élégante robe bleue que Sophia l'avait aidée à choisir, et regardait avec une émotion profonde alors que le stylo signait le document qui porterait son nom. C'était un moment surréaliste pour cette femme qui, moins d'1 an auparavant, était invisible et ignorée. Maintenant, elle était reconnue au plus haut niveau du gouvernement, son histoire ayant catalysé un changement législatif significatif. Alexandre était présent à la cérémonie, se tenant discrètement à l'arrière de la salle. Il avait été invité mais avait demandé à ne pas être mis en avant, comprenant que ce jour appartenait à sa mère, pas à lui. Il la regardait avec un mélange de fierté et de honte, fier de la femme extraordinaire qu'elle avait toujours été, mais qu'il avait été trop aveugle pour voir, et honteux du temps qu'il avait perdu. Des années où il aurait pu avoir cette femme remarquable dans sa vie, mais avait choisi de l'exclure. Après la cérémonie, alors que les photographes se pressaient autour de Marguerite et que les dignitaires faisaient la queue pour la féliciter, Alexandre s'approcha doucement. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire, et elle lui fit signe de s'approcher. Devant tous ces gens importants, elle le présenta fièrement. « Voici mon fils, Alexandre. » Il n'y avait pas de honte dans sa voix ou son expression, pas de ressentiment, juste une mère fière de son fils. Alexandre sentit sa gorge se serrer d'émotion. Après tout ce qu'il lui avait fait, elle était toujours fière de lui. Elle le présentait toujours comme son fils. C'était une grâce qu'il ne méritait pas, mais qu'il était déterminé à honorer. La relation entre Alexandre et Véronique, son épouse, n'avait pas survécu au scandale. Elle avait demandé le divorce quelques semaines après l'incident au restaurant, incapable de gérer la tension négative et peu disposée à être associée à ce qu'elle considérait comme une embarrassante affaire familiale. Alexandre avait signé les papiers sans contestation, réalisant que leur mariage avait toujours été superficiel, basé sur l'image et le statut plutôt que sur l'amour véritable. Le divorce lui avait coûté cher financièrement, mais il s'en fichait. Il avait perdu quelque chose de bien plus précieux pendant des années, et maintenant qu'il était en train de le retrouver, l'argent semblait insignifiant. Il était maintenant seul, mais pas solitaire. Il avait reconstruit sa relation avec sa mère. Il avait trouvé un sens et un but à travers son travail avec la Fondation, et il avait commencé à renouer avec de vieilles amitiés
qu'il avait négligées dans sa poursuite obsessionnelle de la richesse et du pouvoir. Il avait également commencé une thérapie, travaillant avec un psychologue pour comprendre comment il en était arrivé à devenir la personne qu'il était devenu et comment il pouvait continuer à changer et à grandir. 1 an après la fameuse soirée de Noël, Marguerite organisa une grande fête à sa maison en Provence pour célébrer l'anniversaire de la fondation Voix silencieuse. Elle invita tous ceux qui avaient fait partie de ce voyage extraordinaire. Sophia et sa mère, qui étaient venues d'Espagne pour l'occasion, Jean-Pierre Moreau et sa famille, Catherine Leroy, Marie l'interprète, Monsieur Dubois, le propriétaire du restaurant, et bien sûr, Alexandre. Elle invita également des dizaines de personnes qui avaient été aidées par la fondation, des familles qui s'étaient réconciliées, des personnes sourdes qui avaient trouvé une communauté et un soutien. C'était une célébration joyeuse, avec de la nourriture délicieuse, de la musique que Marguerite ne pouvait pas entendre mais qu'elle appréciait en sentant les vibrations, et surtout avec de l'amour et de la connexion humaine authentique. Alors que le soleil se couchait sur les collines de Provence, peignant le ciel de couleurs spectaculaires, Marguerite se leva pour faire un discours. Marie se tenait à côté d'elle, traduisant ses signes en paroles pour ceux qui ne comprenaient pas la langue des signes. « Il y a 1 an, commença Marguerite, ses mains bougeant avec grâce et assurance, j'étais une femme invisible, oubliée, assise seule dans un coin sombre d'un restaurant chic. Je pensais que ma vie était finie, que je n'avais plus de valeur, que mon seul rôle était d'attendre silencieusement la fin. Mais cette nuit-là, quelque chose de miraculeux s'est produit. Une jeune femme courageuse, Sophia, a vu ma valeur quand personne d'autre ne la voyait. Elle a eu le courage de dire la vérité quand c'était dangereux de le faire. Et ce simple acte de bonté a déclenché une chaîne d'événements qui a changé non seulement ma vie, mais les vies de milliers de personnes. J'ai appris que nous ne sommes jamais trop vieux pour recommencer, que nous ne sommes jamais trop insignifiants pour faire une différence, et que l'amour et la dignité sont des droits fondamentaux qui appartiennent à chaque être humain, peu importe son âge ou ses capacités. Elle fit une pause, ses yeux balayant l'assemblée, s'arrêtant sur chaque visage avec affection. J'ai également appris quelque chose sur le pardon. Mon fils m'a profondément blessé. Il m'a rejeté, caché, traité comme si je n'avais pas de valeur. Mais il a aussi eu le courage de reconnaître ses erreurs, de changer, de faire le travail difficile de la rédemption. Le pardon n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Mais c'est possible, et c'est libérateur. En pardonnant à Alexandre, je ne l'ai pas seulement libéré de sa culpabilité, je me suis libéré de ma douleur. Elle se tourna vers Alexandre, qui se tenait à quelques mètres d'elle, les larmes coulant librement sur son visage. « Alexandre, mon fils, viens ici, s'il te plaît. » Alexandre s'approcha, et Marguerite prit ses mains dans les siennes. « Je veux que tout le monde sache, continua-t-elle, que je suis fière de toi, pas pour ton argent ou ton succès en affaires, mais pour ton courage de changer, pour ton humilité d'admettre tes erreurs, pour ton engagement à faire mieux. Tu es redevenu l'homme que j'ai élevé, l'homme que je savais que tu pouvais être, et je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. » Alexandre ne put retenir ses sanglots. Il tomba à genoux devant sa mère et entoura sa taille de ses bras, pleurant comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Marguerite caressa doucement ses cheveux, comme elle le faisait quand il était petit et qu'il avait un cauchemar. Autour d'eux, il n'y avait pas un œil sec. Même les personnes les plus stoïques étaient émues par cette démonstration d'amour maternel inconditionnel et de réconciliation authentique. Sophia, debout à côté de sa propre mère, serrait sa main fort. Elle pensait à la nuit où elle avait pris cette décision impulsive de dire la vérité, risquant son emploi et sa sécurité financière. Elle n'aurait jamais pu imaginer que ce moment mènerait à tout ceci, à tant de changements positifs, à tant de vies transformées. Sa mère, qui ne parlait pas français mais qui comprenait l'émotion universelle de la scène devant elle, se pencha et murmura en espagnol « Tu as fait quelque chose de merveilleux, ma fille. Tu as rappelé au monde ce qui est vraiment important. Je suis si fière de toi. » Sophia embrassa sa mère sur la joue, réalisant à quel point elle était chanceuse d'avoir cette femme dans sa vie et se promettant de ne jamais la tenir pour acquise. Jean-Pierre Moreau, debout avec ses propres enfants et petits-enfants, pensait à sa mère décédée et se sentait en paix, sachant qu'il avait honoré sa mémoire en aidant Marguerite. Catherine Leroy prenait des notes mentales pour un article de suivi, sachant que cette histoire de rédemption et de réconciliation était tout aussi importante que l'histoire originale de négligence et de trahison. Alors que la soirée progressait,
et que les invités se mêlaient, partageant des histoires et créant de nouveaux liens, Marguerite se retrouva seule un moment sur la terrasse, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Elle pensait à sa vie, à tous les rebondissements inattendus qu'elle avait pris. Elle pensait à sa jeunesse difficile, aux années de lutte et de sacrifice, à la douleur de la trahison de son fils, et finalement à cette renaissance miraculeuse. Elle réalisait que chaque expérience, même les plus douloureuses, avait eu un but, l'avait préparée pour ce moment, pour ce rôle qu'elle jouait maintenant en tant que voix pour les sans-voix, symbole d'espoir pour les oubliés. Elle ne regrettait rien, pas même la douleur, car sans elle, elle n'aurait jamais découvert sa propre force, sa propre valeur, sa capacité à inspirer et à changer le monde. Alexandre la rejoignit sur la terrasse et ils restèrent là ensemble en silence. Un silence confortable maintenant, pas le silence douloureux de la séparation, mais le silence paisible de la compréhension mutuelle. Après un moment, Alexandre commença à signer, ses mouvements maintenant beaucoup plus fluides et confiants qu'ils ne l'avaient été lors de sa première visite. « Maman, merci de m'avoir donné une seconde chance. Je sais que je ne la méritais pas. » Marguerite sourit et signa en retour. « Nous méritons tous des secondes chances, Alexandre. C'est ce qui nous rend humains. Nous faisons des erreurs, nous apprenons, nous grandissons. L'important est de ne pas gaspiller cette seconde chance, de l'honorer en vivant mieux, en aimant mieux. » Alexandre hocha la tête, gravant ces mots dans son cœur. « J'ai quelque chose pour toi, » signa-t-il, sortant une petite boîte de sa poche. Marguerite l'ouvrit et trouva à l'intérieur un pendentif délicat, une main sculptée dans l'argent formant le signe pour amour en langue des signes française. « Je l'ai fait faire spécialement pour toi, » expliqua Alexandre, « pour que tu te souviennes toujours que tu es aimé, que tu as de la valeur, que tu n'es plus jamais seul. » Marguerite mit le collier, touchant le pendentif avec révérence. « Je ne l'enlèverai jamais, » signa-t-elle. « C'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait, non pas à cause de sa valeur matérielle, mais à cause de ce qu'il représente. Ta transformation, ton amour, ton engagement. » Les mois et les années qui suivirent virent la Fondation Voix Silencieuse continuer à croître et à avoir un impact. Des centres furent ouverts, non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Le modèle fut étudié par d'autres pays qui cherchaient à améliorer leurs services pour les personnes âgées et handicapées. Marguerite devint une conférencière recherchée, invitée à des événements internationaux pour partager son histoire et son message. Elle voyagea dans des endroits qu'elle n'avait jamais imaginé voir. New York, Tokyo, Londres, Sydney. Partout où elle allait, elle touchait les cœurs et changeait les perspectives. Alexandre l'accompagnait souvent dans ses voyages, servant d'interprète et de soutien. Leur relation était devenue plus forte que jamais. Une amitié profonde entre adultes construite sur le respect mutuel et l'amour authentique, pas seulement l'obligation filiale. Ils avaient des conversations profondes sur la vie, la philosophie, les valeurs. Alexandre découvrait que sa mère était non seulement courageuse et aimante, mais aussi incroyablement sage, avec des perspectives sur la vie qui venaient de décennies d'observations silencieuses et de réflexions profondes. Sophia termina ses études de médecine avec les honneurs et commença sa résidence en gériatrie dans un hôpital prestigieux de Paris. Elle restait active avec la Fondation, siégeant maintenant au conseil d'administration. Elle avait également commencé une relation avec un jeune homme qu'elle avait rencontré lors d'un événement de la Fondation, un interprète en langue des signes nommé Thomas, dont les parents étaient sourds. Ils partageaient une passion pour aider les autres et une compréhension profonde de l'importance de la communication et de la connexion. Quand ils annoncèrent leur fiançailles, Marguerite fut l'une des premières personnes qu'ils informèrent, et elle pleura de joie, heureuse de voir cette jeune femme qui avait changé sa vie trouver son propre bonheur. Au mariage, qui eut lieu dans un vignoble en Provence, Marguerite fut l'invitée d'honneur, et Sophia lui demanda de faire une lecture lors de la cérémonie. Marguerite choisit un poème sur l'amour et la bonté, le signant avec élégance, tandis qu'un interprète le lisait à voix haute. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Jean-Pierre Moreau, maintenant dans sa 70e année, décida de prendre sa retraite et de consacrer son temps et ses ressources à des causes philanthropiques. La Fondation Voix Silencieuse devint son projet principal, et il travailla étroitement avec Marguerite pour développer de nouveaux programmes et initiatives. Ils devinrent de proches amis, deux personnes qui avaient vécu des vies très différentes, mais qui partagèrent des valeurs fondamentales de compassion et de justice sociale. Jean-Pierre présenta Marguerite à son cercle d'amis fortunés.
et plusieurs d'entre eux devinrent également des donateurs et des supporters de la fondation. L'argent affluait, permettant à l'organisation d'étendre ses services et d'aider encore plus de personnes. Mais Marguerite insistait toujours pour que la fondation reste fidèle à sa mission originale, qu'elle ne devienne pas juste une autre organisation caritative impersonnelle. Elle voulait que chaque personne aidée se sente vue, valorisée, respectée, comme elle s'était sentie cette nuit fatidique au restaurant grâce à Sophia. Chaque centre de la fondation avait donc une approche personnalisée, avec des coordinateurs dédiés qui apprenaient à connaître chaque bénéficiaire individuellement, comprenant leurs besoins spécifiques, leurs histoires, leurs rêves. Catherine Leroy continua à suivre l'évolution de l'histoire, publiant des articles de suivi réguliers qui documentaient les progrès de la Fondation et les vies qui avaient été changées. Son travail sur cette histoire lui valut plusieurs prix journalistiques prestigieux, dont le prix Albert Londres, la plus haute distinction du journalisme français. Dans son discours d'acceptation, elle déclara « Cette histoire m'a rappelé pourquoi je suis devenue journaliste, pas pour rapporter les scandales des célébrités ou les intrigues politiques, mais pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, pour illuminer les injustices cachées, pour catalyser le changement social. » Marguerite Beaumont m'a appris que les histoires les plus puissantes ne sont pas toujours celles des riches et des célèbres, mais celles des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires, qui survivent à des épreuves inimaginables avec dignité et grâce. Elle utilisa l'argent du prix pour créer une bourse pour les jeunes journalistes qui voulaient se spécialiser dans le journalisme social, encourageant une nouvelle génération à raconter des histoires qui comptent vraiment. 2 ans après la soirée au restaurant, à l'approche d'un nouveau Noël, Marguerite reçut une lettre qui la toucha profondément. Elle venait d'une femme nommée Élise Moreau, qui vivait à Marseille. Élise écrivait « Chère Madame Beaumont, je ne vous connais pas personnellement, mais votre histoire a sauvé ma relation avec ma mère. Il y a 2 ans, j'ai vu les vidéos de ce qui s'est passé au restaurant. À l'époque, je n'avais pas parlé à ma mère depuis 3 ans à cause d'un désaccord stupide sur mon choix de carrière. Elle voulait que je devienne médecin comme elle, mais j'avais choisi de devenir artiste. Elle avait dit des choses blessantes. J'avais répondu avec colère et nous avions coupé les ponts. Mais en voyant votre histoire, en voyant la douleur d'une mère abandonnée par son fils, j'ai réalisé à quel point la vie est courte et précieuse. J'ai appelé ma mère le lendemain. Nous avons pleuré ensemble au téléphone pendant 1 heure. Nous nous sommes excusés, et maintenant nous avons reconstruit notre relation. Elle vient à toutes mes expositions d'art, même si elle ne comprend pas vraiment mon travail, et je vais la voir chaque dimanche pour déjeuner. Nous avons perdu 3 ans, mais grâce à vous, nous ne perdrons plus un seul jour. Je voulais simplement vous dire merci. Votre courage a sauvé ma famille. » Marguerite pleura en lisant cette lettre, réalisant une fois de plus l'impact profond que son histoire avait eu. Ce n'était pas juste une lettre, c'était l'une des centaines qu'elle avait reçues au fil des années, chacune racontant une histoire similaire de réconciliation, de pardon, de relations réparées. Elle conservait toutes ces lettres dans une boîte spéciale, et quand elle se sentait fatiguée ou découragée, elle les relisait, se rappelant pourquoi son travail était important. Elle répondit personnellement à Élise, comme elle le faisait pour chaque lettre qu'elle recevait, prenant le temps de taper ses réponses sur son ordinateur avec l'aide de Marie. Dans sa réponse, elle écrivait « Chère Élise, votre lettre m'a profondément touchée, mais vous devez comprendre que ce n'est pas moi qui ai sauvé votre famille, c'est vous. Vous avez eu le courage de faire le premier pas, de tendre la main, de demander pardon. C'est la chose la plus difficile au monde, et vous l'avez fait. Je suis simplement heureuse que mon histoire ait pu vous inspirer. Continuez à chérir votre mère. Le temps passe si vite, et nous ne réalisons souvent la valeur de quelque chose que lorsque nous l'avons perdu. Vous avez eu la sagesse de ne pas attendre qu'il soit trop tard, avec toute mon affection, Marguerite. » Alexandre, de son côté, avait complètement transformé sa vie et sa carrière. Il avait restructuré son empire financier, se débarrassant des investissements dans des entreprises qu'il considérait maintenant comme contraires à l'éthique et se concentrant sur des investissements socialement responsables. Il avait créé un fonds d'investissement spécifiquement dédié aux entreprises qui employaient et soutenaient des personnes handicapées. Il siégeait maintenant au conseil d'administration de plusieurs organisations caritatives, pas seulement en tant que donateur, mais en tant que participant actif, utilisant ses compétences en affaires pour les aider à devenir plus efficaces et à avoir un plus grand impact.
Ses anciens collègues et concurrents le regardaient avec un mélange de respect et de confusion, ne comprenant pas cette transformation. Certains pensaient que c'était juste une stratégie de relations publiques sophistiquée, mais ceux qui le connaissaient vraiment voyaient que le changement était authentique et profond. Il était devenu un homme différent, motivé non plus par l'accumulation de richesses et de pouvoir, mais par le désir de faire une différence positive dans le monde. Sa relation avec Marguerite continuait à s'approfondir. Ils avaient développé des traditions, comme leur promenade du samedi matin dans les vignes, suivie d'un long déjeuner où ils cuisinaient ensemble. Alexandre avait appris à cuisiner les plats préférés de son enfance, ceux que Marguerite préparait quand elle avait les moyens, et il passait des heures dans la cuisine à rire et à créer des souvenirs. Marguerite lui enseignait également d'autres choses, des compétences pratiques qu'il n'avait jamais apprises dans ses écoles d'élite. Comment coudre un bouton, comment réparer un vêtement déchiré, comment faire pousser des légumes dans un jardin. Ces leçons étaient métaphoriques autant que pratiques, lui enseignant la valeur du travail manuel, de l'autosuffisance, de l'humilité. Alexandre découvrait une satisfaction dans ces activités simples qu'il n'avait jamais trouvées dans les salles de conseil d'administration ou les négociations de millions d'euros. Il comprenait maintenant ce que sa mère avait toujours su, que la vraie richesse ne se mesure pas en argent mais en relations, en expérience, en moments de connexion authentique. Un jour, Alexandre arriva chez Marguerite avec une proposition. Il avait acheté l'immeuble à Belleville, où ils avaient vécu pendant son enfance, le bâtiment qui avait été menacé de démolition pour faire place à un développement de luxe. « Je veux le transformer en un centre communautaire », signa-t-il à sa mère. « Un endroit où les familles à faible revenu peuvent obtenir de l'aide, où les enfants peuvent recevoir du tutorat gratuit, où les personnes âgées peuvent se réunir et socialiser. Je veux honorer notre passé, honorer toutes les familles comme nous qui ont lutté dans ce quartier. Qu'en penses-tu » Marguerite fut submergée par l'émotion. Elle n'était pas retournée à Belleville depuis des années, les souvenirs étant trop douloureux. Mais l'idée de transformer cet endroit de lutte en un lieu d'espoir et de soutien était magnifique. « Je pense que c'est une idée merveilleuse, » signa-t-elle, « mais à une condition, je veux être impliquée. Je veux aider à le concevoir, à décider des programmes. Ce quartier était ma maison, et je veux m'assurer que ce centre serve vraiment les gens qui en ont besoin. » Ensemble, mère et fils travaillèrent sur le projet pendant des mois. Ils consultèrent les résidents actuels du quartier, écoutant leurs besoins et leurs préoccupations. Ils engagèrent des architectes qui comprenaient l'importance de préserver le caractère historique du bâtiment tout en le modernisant. Le centre nommé Maison Marguerite ouvrit ses portes un an plus tard lors d'une cérémonie émouvante. Il offrait une variété de services, un programme après l'école pour les enfants, des cours de langue française pour les immigrants, des cours de langue des signes gratuits pour tous, un centre pour personnes âgées avec des activités quotidiennes, une banque alimentaire et des services de conseil gratuits. Le jour de l'ouverture, Marguerite coupa le ruban avec Alexandre à ses côtés, et ils furent accueillis par des centaines de résidents du quartier qui applaudissaient et célébraient. Beaucoup d'entre eux se souvenaient de Marguerite de ses années dans le quartier, et ils l'accueillirent comme une héroïne qui était revenue pour aider la communauté qu'il avait autrefois soutenue. Parmi la foule ce jour-là se trouvait Madame Chen, une vieille voisine qui avait vécu dans l'appartement à côté de celui de Marguerite et Alexandre pendant des années. Elle avait maintenant 90 ans, frêle, mais avec des yeux vifs et un esprit aiguisé. Elle s'approcha de Marguerite et, à travers un interprète, lui dit « Je me souviens de toi, Marguerite. Je me souviens comment tu travaillais si dur, comment tu aimais ton fils. Je me souviens aussi d'Alexandre enfant, comment il était gentil et poli. Puis il est parti et il a changé. Mais maintenant, je vois qu'il est revenu, pas physiquement au quartier, mais dans son cœur. Tu as fait du bon travail en l'élevant. Même s'il a perdu son chemin pendant un moment, il l'a retrouvé maintenant. » Marguerite serra la main de Madame Chen, touchée par ces paroles. C'était une validation qu'elle n'avait pas su qu'elle cherchait. La confirmation que, malgré tous les problèmes, elle avait été une bonne mère, que les valeurs qu'elle avait essayé d'inculquer à Alexandre n'avaient pas été perdues, juste temporairement oubliées. Sophia et Thomas, maintenant mariés depuis un an, annoncèrent qu'ils attendaient leur premier enfant. Marguerite fut ravie par la nouvelle et insista pour organiser une fête de baby shower dans sa maison en Provence. Ce fut une célébration joyeuse, avec des amis et la famille venus de toute la France et d'Espagne. La mère de Sophia, qui était devenue proche de Marguerite au fil des années, malgré la barrière de la langue, pleura de joie à l'idée de devenir grand-mère.
Marguerite offrit à Sophia et Thomas un cadeau spécial, un livre qu'elle avait créé elle-même, rempli de photos de Sophia depuis cette première nuit au restaurant, documentant leur amitié et tous les événements qui avaient suivi. Sur la première page, elle avait écrit « Pour Sophia, mon ange terrestre, qui a eu le courage de voir l'invisible et de parler pour les sans-voix. Que ton enfant hérite de ta bonté, de ton courage et de ton cœur généreux. Avec tout mon amour, Marguerite. » Sophia pleura en lisant ces mots, serrant Marguerite dans une longue étreinte. « Tu seras la grand-mère de cet enfant, » dit Sophia. « Pas biologiquement, mais dans tous les sens qui comptent vraiment. » Quelques mois plus tard, Sophia donna naissance à une petite fille qu'ils nommèrent Marguerite Sophia. Quand Marguerite rencontra le bébé pour la première fois, tenant ce petit être fragile dans ses bras, elle fut submergée par une vague d'émotions. Elle pensa à toutes les années de solitude, à tous les moments où elle s'était sentie invisible et sans valeur. Et maintenant, elle tenait dans ses bras un enfant qui portait son nom, un symbole vivant de l'impact qu'elle avait eu, de l'amour qu'elle avait inspiré. Le bébé ouvrit ses yeux et regarda Marguerite avec cette attention intense que seuls les nouveau-nés possèdent. Et Marguerite sentit une connexion immédiate. « Bienvenue dans ce monde, petite Marguerite », signa-t-elle, même si le bébé ne pouvait pas comprendre. « Tu es née dans un monde qui peut être dur et injuste, mais aussi beau et plein d'amour. Tu as des parents merveilleux qui t'apprendront la bonté et la compassion. Et tu as une grand-mère honoraire qui t'aimera toujours et qui sera toujours là pour toi. » 3 ans après la soirée fatidique au restaurant, le restaurant La Couronne d'Or organisa un événement spécial pour commémorer l'anniversaire de ce qui était maintenant connu comme la Nuit de la Vérité. Monsieur Dubois, le propriétaire, avait transformé le restaurant de manière significative. Il avait embauché plusieurs membres du personnel qui étaient sourds ou malentendants, et tous les employés avaient suivi une formation en langue des signes. Le menu était maintenant disponible en braille pour les clients aveugles, et le restaurant était devenu un modèle d'accessibilité et d'inclusion. Pour l'événement anniversaire, il invita Marguerite, Alexandre, Sophia, Jean-Pierre, Catherine et tous ceux qui avaient été présents cette nuit-là. La table où Marguerite avait été assise, cette table sombre près de la cuisine, avait été transformée en un petit mémorial avec une plaque qui racontait l'histoire de ce qui s'était passé. La plaque se terminait par ces mots. En ce lieu, le 24 décembre, une femme invisible est devenue visible, et le monde a été rappelé à l'importance de la dignité, du respect et de l'amour familial. Pendant le dîner, qui fut offert gratuitement à tous les invités, M. Dubois se leva pour faire un discours. « Il y a 3 ans, commença-t-il, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans ce restaurant. Une injustice a été exposée, une vérité a été dite, et des vies ont été changées à jamais. En tant que propriétaire de cet établissement, j'ai honte que cette injustice se soit produite sous mon toit. Mais je suis aussi fier que mon restaurant ait été le catalyseur d'un changement si positif. Depuis cette nuit, nous avons complètement repensé notre philosophie. Nous ne servons plus seulement de la nourriture, nous servons la dignité. Nous n'accueillons plus seulement des clients, nous accueillons des êtres humains, chacun avec sa propre histoire, ses propres luttes, sa propre valeur. Et nous devons cela à Madame Marguerite Beaumont, à Sophia Rodriguez, et à tous ceux qui ont eu le courage de défendre ce qui est juste cette nuit-là. Il leva son verre. À Marguerite, à Sophia, et à tous ceux qui nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie. Après le dîner, alors que les invités se mêlaient et partagèrent des souvenirs, Alexandre demanda l'attention de tous. Il avait quelque chose d'important à annoncer. « Il y a 3 ans, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion, j'étais l'homme le plus riche de cette salle, mais aussi le plus pauvre. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais j'avais perdu ce qui comptait vraiment. J'avais trahi la personne qui m'aimait le plus au monde, la personne qui avait sacrifié tout pour moi. Cette nuit-là, j'ai été exposé, humilié, et j'ai pensé que ma vie était finie. Mais en réalité, c'était juste le début. C'était le début de ma vraie vie, d'une vie avec un sens et un but au-delà de l'accumulation de richesses. » Il fit une pause, regardant sa mère avec une affection profonde. « Maman, tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas. Tu m'as montré ce que signifie vraiment le pardon. Tu m'as enseigné que nous ne sommes pas définis par nos pires moments, mais par notre capacité à apprendre, à changer, à grandir. Grâce à toi, je suis devenu un meilleur homme, un meilleur fils, et j'espère, une meilleure personne dans le monde. » Il sortit alors une enveloppe de sa poche. « J'ai une annonce à faire.
J'ai décidé de donner la majorité de ma fortune à la Fondation Voix Silencieuse et à d'autres organisations caritatives. Je garderai assez pour vivre confortablement, mais je n'ai plus besoin de milliards. L'argent ne m'a jamais rendu heureux. Ce qui me rend heureux, c'est le travail que nous faisons, les vies que nous touchons, les moments que je passe avec ma mère et avec tous ceux qui sont devenus ma vraie famille. Il y eut un silence stupéfait dans la salle, puis des applaudissements éclatèrent. Marguerite se leva et s'approcha de son fils, les larmes coulant sur ses joues. Elle prit son visage dans ses mains et le regarda dans les yeux, puis elle signa « Je suis si fière de toi, mon fils, pas à cause de ton argent ou de ta générosité, mais à cause de l'homme que tu es devenu. Tu as trouvé ce qui compte vraiment, et c'est le plus grand succès de tous. » Alexandre l'enlaça, et ils restèrent ainsi pendant un long moment, mère et fils réunis, les blessures du passé guéries, l'avenir plein de promesses. Les années continuèrent à passer, et la Fondation Voix Silencieuse devint une institution respectée internationalement. Des délégations d'autres pays venaient étudier son modèle, et des fondations similaires furent créées dans plus de 20 pays. Marguerite, maintenant dans sa fin de 70 ans, ralentit progressivement ses activités publiques, mais elle restait impliquée en tant que conseillère et mentor. Elle passait plus de temps à peindre, découvrant un talent artistique qu'elle n'avait jamais eu le temps d'explorer auparavant. Ses peintures, représentant souvent des scènes de sa vie, des souvenirs de belles villes, des portraits de personnes qu'elle avait rencontrées, furent exposés dans plusieurs galeries. Les critiques louaient son style unique, décrivant ses œuvres comme des fenêtres sur l'âme d'une femme qui a vécu 1000 vies. Les profits de la vente de ses peintures allaient entièrement à la fondation, ajoutant encore une autre dimension à son héritage. Alexandre, maintenant dans sa cinquantaine, avait trouvé un nouvel amour. Il avait rencontré une femme nommée Claire lors d'un événement de la Fondation. Claire était professeure de langue des signes, veuve avec 2 enfants adolescents. Contrairement à Véronique, Claire était authentique, terre à terre, et profondément engagée dans le travail social. Elle et Alexandre se connectèrent immédiatement, partageant des valeurs et une vision du monde. Quand Alexandre présenta Claire à Marguerite, il était nerveux, voulant désespérément l'approbation de sa mère, mais il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Marguerite et Claire devinrent instantanément proches, communiquant facilement en langue des signes, riant ensemble, partageant des histoires. Marguerite voyait en Claire une femme de substance, quelqu'un qui aimait Alexandre pour qui il était vraiment, pas pour son argent ou son statut. Quand Alexandre et Claire annoncèrent leur fiançailles, Marguerite pleura de joie, heureuse que son fils ait finalement trouvé un amour authentique. Le mariage eut lieu dans le jardin de la maison de Marguerite en Provence, un événement intime avec seulement la famille proche et les amis les plus chers. Marguerite fut la témoin d'Alexandre, se tenant fièrement à ses côtés alors qu'il échangeait ses vœux avec Claire. Les vœux furent prononcés à la fois en français parlé et en langue des signes, un symbole magnifique de l'inclusion et du respect. Les enfants de Claire, qui avaient d'abord été méfiants face à Alexandre, l'avaient progressivement accepté après avoir vu son dévouement à leur mère et son travail avec la Fondation. Lors de la réception, la fille aînée de Claire, Léa, fit un discours touchant. « Quand ma mère nous a dit qu'elle sortait avec Alexandre Beaumont, j'ai immédiatement cherché son nom sur Internet. J'ai trouvé les vidéos de cette nuit au restaurant et j'ai été horrifié. Je me suis dit, comment ma mère peut-elle sortir avec cet homme terrible? Mais ensuite, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé toutes les histoires de ce qu'il avait fait depuis, comment il avait changé, comment il avait consacré sa vie à réparer ses erreurs. Et quand je l'ai rencontré en personne, j'ai vu un homme bon, humble, aimant. Il nous a montré, à mon frère et à moi, que les gens peuvent changer, que nos erreurs ne nous définissent pas si nous avons le courage de les reconnaître et de faire mieux. Alexandre, bienvenue dans notre famille. Et Marguerite, merci de l'avoir élevé avec les valeurs qui lui ont permis de retrouver son chemin. Sophia et Thomas, maintenant parents de 2 enfants, la petite Marguerite qui avait maintenant 3 ans et un fils nommé Jean-Pierre en l'honneur de l'homme qui avait tant aidé Marguerite, était également présent au mariage. La petite Marguerite, une enfant vive et curieuse, adorait sa grand-mère honoraire et passait des heures avec elle, apprenant la langue des signes comme une seconde langue maternelle. Sophia avait terminé sa résidence et travaillait maintenant comme gériatre dans un hôpital spécialisé, mettant en pratique tout ce qu'elle avait appris de Marguerite sur l'importance de traiter les personnes âgées avec dignité et respect. Elle était également devenue une conférencière recherchée,
partageant son expérience de cette nuit au restaurant et encourageant d'autres professionnels de la santé à voir leurs patients comme des personnes complètes, avec des histoires riches, pas seulement comme des cas médicaux. Thomas travaillait comme interprète en chef pour la Fondation, supervisant une équipe d'interprètes qui fournissait des services dans toute la France. Jean-Pierre Moreau, maintenant dans sa mi-70 ans, avait ralenti considérablement, mais restait activement impliqué dans la Fondation. Sa santé déclinait, et il savait que ses années étaient comptées. Un jour, il demanda à Marguerite de venir le voir dans sa maison de campagne. Quand elle arriva, il était assis dans son bureau, entouré de documents et de photos. « Marguerite, dit-il à travers Marie qui l'accompagnait toujours, je voulais te parler de mon testament. J'ai décidé de laisser la majorité de ma fortune à la Fondation Voix Silencieuse. Mes enfants sont déjà bien établis et comprennent ma décision. Mais plus important encore, je voulais te dire merci. Merci de m'avoir permis d'honorer la mémoire de ma mère en t'aidant. Merci de m'avoir montré que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous donnons. Tu as été une amie précieuse, et tu as donné un sens à mes dernières années. » Marguerite fut profondément touchée par ces paroles. « Jean-Pierre, signa-t-elle, c'est moi qui devrais te remercier. Tu es apparu dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Tu m'as offert non seulement un toit et un soutien matériel, mais aussi ton amitié, ton respect, ta confiance. Tu m'as traité comme une égale quand tant d'autres me voyaient comme inférieur. Tu as été un vrai ami, et je chérirai toujours notre amitié. » Ils passèrent l'après-midi ensemble, partageant des souvenirs, riant des moments drôles, réfléchissant sur tout ce qui avait été accompli. Quand Marguerite partit ce soir-là, elle savait que c'était probablement l'une des dernières fois qu'elle verrait son ami. Jean-Pierre décéda paisiblement dans son sommeil 3 mois plus tard, entouré de sa famille. À ses funérailles, Marguerite donna l'éloge funèbre, signant ces mots, tandis qu'un interprète les traduisait pour l'Assemblée. Elle parla d'un homme qui avait utilisé sa richesse et son influence pour faire le bien, qui avait vu la valeur dans chaque personne indépendamment de son statut social, qui avait été un véritable gentleman, dans le sens le plus profond du terme. Catherine Leroy, qui avait maintenant pris sa retraite du journalisme actif, écrivit un livre sur toute l'histoire, de cette nuit au restaurant jusqu'aux développements les plus récents. Le livre, intitulé « Voix silencieuse, comment un acte de bonté a changé le monde », devint un best-seller international, traduit en 30 langues. Les droits d'auteur furent partagés entre Catherine et la Fondation, générant des millions d'euros pour soutenir son travail. Le livre fut adapté en documentaire qui remporta plusieurs prix et sensibilisa encore plus le public aux questions de la négligence des personnes âgées et des droits des personnes handicapées. Catherine dédia le livre à Marguerite Beaumont, qui m'a rappelé pourquoi les histoires importent, et à Sofia Rodriguez, qui m'a montré que le courage peut venir de n'importe où. Maintenant âgée de 80 ans, Marguerite réfléchissait souvent sur le voyage extraordinaire que sa vie avait pris. De cette femme invisible, assise dans un coin sombre d'un restaurant, elle était devenue une voix pour des millions de personnes, un symbole d'espoir et de résilience. Elle avait réconcilié avec son fils, gagné une famille élargie qui l'aimait profondément, et créé un héritage qui continuerait longtemps après sa mort. Elle savait que ses années étaient limitées, que son corps vieillissant montrait des signes de fatigue, mais elle n'avait pas peur. Elle avait vécu pleinement, aimé profondément et fait une différence dans le monde. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus d'une vie? Un soir, alors qu'elle était assise sur sa terrasse préférée, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs magnifiques, Alexandre vint s'asseoir à côté d'elle. Ils restèrent en silence pendant un moment, appréciant simplement la beauté du moment. Puis Alexandre commença à signer. « Maman, j'ai pensé à quelque chose récemment. Cette nuit au restaurant, quand tout s'est effondré, j'ai pensé que c'était la fin de ma vie. Mais c'était en réalité le début de ma vraie vie, d'une vie qui a du sens. Et je me demande parfois si cela ne s'était pas produit, où serais-je maintenant? Probablement toujours perdu dans ma poursuite vide de richesse et de statut, toujours malheureux malgré tout mon succès, toujours seul malgré être entouré de gens. Alors d'une certaine manière, aussi douloureux que cela ait été, c'était le meilleur cadeau que j'aurais pu recevoir. » Marguerite sourit et signa en retour « La vie a une façon étrange de nous enseigner les leçons dont nous avons besoin, même si nous ne voulons pas les apprendre. Parfois, nous devons être brisés pour pouvoir être reconstruits plus forts. Parfois, nous devons perdre tout pour comprendre ce qui compte vraiment.
Je ne souhaiterais à personne de passer par la douleur que nous avons tous les deux vécue, mais je suis reconnaissante pour où elle nous a menés. Nous sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Nous nous comprenons vraiment. Et nous avons utilisé notre douleur pour aider d'autres personnes, pour créer quelque chose de beau et de significatif. C'est tout ce que nous pouvons espérer faire dans cette vie, transformer notre souffrance en compassion, nos erreurs en sagesse, notre douleur en guérison pour les autres. Alexandre hocha la tête, absorbant la sagesse de ses paroles. « Tu sais, signa-t-il, j'ai réalisé quelque chose récemment. Pendant toutes ces années où je t'ai ignoré, où je t'ai caché, je pensais que j'avais honte de toi. Mais en réalité, j'avais honte de moi-même. J'avais honte de mes origines, honte de ne pas être né dans la richesse, honte d'avoir dû lutter. Et en te cachant, j'essayais de cacher cette partie de moi-même. Mais maintenant, je suis fier de nos origines. Je suis fier de venir de Belleville, fier d'avoir une mère qui a travaillé 3 emplois pour m'élever, fier de la lutte qui m'a façonné, parce que cette lutte m'a donné quelque chose que l'argent ne peut jamais acheter, le caractère, la résilience, la compréhension de ce que signifie vraiment travailler dur et se sacrifier pour ceux qu'on aime. Marguerite prit la main de son fils et la serra doucement. « Tu as appris la leçon la plus importante de toutes, signa-t-elle, que nous ne devons jamais avoir honte de qui nous sommes ou d'où nous venons. Nos expériences, bonnes et mauvaises, font de nous qui nous sommes. Et tu es devenu un homme merveilleux, Alexandre, un homme dont je suis immensément fier, pas à cause de ton argent ou de ton succès, mais à cause de ton cœur, de ta compassion, de ton engagement à faire le bien dans le monde. » Ils restèrent assis ensemble, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, laissant place à un ciel étoilé, magnifique. Dans ce moment de paix parfaite, entourés par la beauté de la nature et la chaleur de leur amour mutuel, ils étaient tous les deux exactement où ils devaient être. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits inspirants. Et dites-nous en commentaire, quelle leçon avez-vous tiré de l'histoire de Marguerite et Alexandre? Comment cette histoire vous a-t-elle inspiré à reconsidérer vos propres relations familiales?